Moi, je trouve que cette série rappelle que ça vaut le coup de voir des émotions fortes. Elle est née d'une envie que j'ai eue après l'écriture d'En thérapie, qui avait été une écriture assez dense et assez, comment dire, tumultueuse et un peu difficile. Et j'avais envie d'écrire quelque chose de plus léger. Et j'avais vraiment envie d'écrire une comédie romantique depuis longtemps. Et Arnaud de Crémier, qui est mon producteur, avec qui j'avais travaillé notamment sur Nona et ses filles, m'a vraiment donné carte blanche. Il m'a dit, voilà, écris quelque chose, moi je te suis, et si c'est une comédie romantique, ça me plaît. Donc voilà, j'avais son soutien total, et donc j'ai pu écrire le premier épisode, ce qui est un vrai luxe, hein, avant d'avoir une plateforme ou une chaîne de télévision qui achète le pilote. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait le tout début. Je voulais parler du deuil en fait. Ça semble pas très optimiste dans un cadre de comédie romantique, mais c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais parler d'une fille qui arrive pas à se remettre de l'histoire qu'elle a eue avant en fait, et qui tourne autour, qui pense que c'est réglé, qui pense que c'est ok, que tout va bien, que son ex est son partenaire et tout ça. Et en fait, ça va pas si bien. Et alors que tout le monde lui dit qu'elle devrait passer à autre chose, elle n'y arrive pas vraiment, et donc elle va faire avec. Et c'est ça dont j'avais envie de parler. Et, et autour de ça, après, sont arrivées les histoires d'amour et les références qui étaient, voilà, Coup de foudre à Notting Hill, pour ce côté extrêmement sensible du personnage masculin, pour cette puissance du personnage féminin. Ou alors des saisons comme Fleabag, la saison 2 notamment, avec cette attirance et ce vrai plaisir de spectateur que moi j'adore éprouver, qui est mais vont-ils réussir à être ensemble? Si on voit la référence à Fleabag, bah pour moi c'est super, parce que l'adresse caméra, c'est totalement assumé, c'est vraiment un hommage à ce moment-là. Et je trouve que c'est très difficile. J'avais un peu peur en écrivant la séquence. Et c'est vrai que Camélia a joué le jeu de façon assez merveilleuse. Je trouve ça extraordinaire, en fait, d'arriver soudainement à s'adresser au public. J'aime beaucoup ça. Tu veux y aller ou j'y vais? Allez, j'y vais. Ce qui m'a tout de suite, vraiment rapidement, plu, c'est le scénario, c'est l'écriture de Clémence Madden-Perdria, qui est l'autrice de la série et aussi la showrunneuse, pardon. Et en fait, dans son écriture, même plus que la simple écriture de mon rôle d'Arthur, que j'ai trouvé très complexe, que j'ai tout de suite eu envie d'interpréter et de creuser, c'est aussi son écriture globale. Vraiment, je l'ai lu très rapidement, comme un lecteur. Je voulais savoir ce qui se passait. Il y a une espèce de modernité folle dans son écriture, dans les sujets qu'elle aborde aussi, que ce soit sur la façon aujourd'hui de se poser la question sur ce que c'est qu'un couple, ce que c'est que la vie à deux, ce que c'est que la vie à plusieurs même, ce que c'est que est-ce qu'il faut être en couple pour réussir sa vie, toutes ces choses-là qui sont quand même des questions de nos générations, de celles aussi d'après, j'imagine. Toutes ces choses-là, je me suis dit, j'ai envie de faire partie de ça. Je trouve qu'il y a en fait, il y a un aussi grand respect des actrices et des acteurs chez Clémence, parce qu'elle nous donne une histoire et rapidement, elle nous guide pas plus que ça dans la façon de la jouer, dans son écriture, je veux dire. Elle nous vraiment laisse une liberté folle, et ça, c'est quelque chose où je me suis dit, ouais, ça, j'aimerais beaucoup le faire, quoi. Ouais, la lecture du scénario, j'ai été hyper enthousiaste à la lecture du premier épisode. J'ai découvert Adèle et j'ai eu un crush pour elle. Je l'ai trouvée hyper lumineuse, fantasque. Je l'ai trouvée moderne en fait, comme l'écriture de Clémence d'ailleurs. J'ai adoré la façon dont elle s'est emparée des codes de la comédie romantique et comment elle a tout mélangé, tout inversé, tout secoué, et tout renvoyé à son goût. En fait, elle s'est tout approprié. Ouais. Et elle a fait avec beaucoup de grâce, beaucoup d'intelligence. Et du coup, je me suis dit que j'avais hyper envie d'incarner Adèle et de faire honneur à cette invitation. Alors Camélia, j'y ai pensé très vite, parce que je l'avais vue dans le film d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Je l'avais trouvée formidable. Je trouvais qu'elle avait quelque chose en elle d'extrêmement romanesque, en fait. Et donc, j'ai vraiment... Au début, quand j'ai commencé à écrire, Adèle pouvait être, je ne savais pas encore qui, et puis assez vite, elle s'est imposée, et comme elle a lu tôt et elle a accepté tout de suite, j'ai vraiment écrit pour Camélia. Et je trouvais que Camélia, elle avait quelque chose d'extrêmement contemporain. Je trouve que c'est quelqu'un qu'on aime depuis longtemps, et j'avais envie qu'on ait beaucoup de tendresse pour ce personnage. Et on n'est pas, enfin, on est quasiment de la même génération, on a quelques années d'écart, mais pour moi, elle a toujours existé dans mon paysage, en fait. C'est quelqu'un, voilà, ça fait partie de ces comédiennes qu'on aime depuis longtemps, chanteuses, avec ce rapport, voilà, très populaire au public. Et je trouvais ça fort qu'elle soit connue dans la série un petit peu, qu'elle a une petite renommée, et connue dans la vie. En fait, ça me semblait logique.
Et pour Théo Navarro-Mussi, moi j'avais une révélation en le voyant dans la saison 2 d'Hippocrate. Je m'étais dit, mais cet acteur est extraordinaire. Et je sentais qu'il avait un potentiel comique quand même très grand, parce que notamment il y a une scène où il chante Femme Like You, où il danse dans la saison 2, où il est incroyable. Je m'étais dit, ce garçon a vraiment un potentiel comique très grand, et je me suis pas trompée, il est vraiment très très drôle à certains moments, et il a une vraie tendresse, il a quelque chose de très moderne aussi, ça me plaisait de les mettre en couple. Chez Arthur, les green flags, on va dire que c'est quelqu'un de plutôt doux, qui a une vraie capacité d'écoute. Et les red flags, je veux dire que c'est quelqu'un qui a quand même une certaine lâcheté aussi, qui aime bien, par moment, jouer sur plusieurs tableaux pour pas tout perdre, quoi, on va dire. Et ça reste quand même pas ouf. Et les green flags d'Adèle, c'est que je pense qu'elle est très sincère dans ce qu'elle ressent et dans la manière qu'elle a de le refléter et de le partager à l'autre. Et son red flag, c'est clairement son ex. Qui est dans les parages, qui est là du matin au soir, au travail, à la maison, quand elle fait une crise, tout ça, d'angoisse. Non. Énorme red flag à son ex. Je crois que le tournage d'une série, c'est la liberté dans la contrainte, parce qu'il y a si peu de jours pour tourner qu'il faut respecter certaines choses, notamment le texte, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais que dans ce respect-là, on peut trouver des zones vraiment formidables de recherche, notamment pour les comédiens. Et moi, j'ai vraiment adoré ça, les voir se déployer les uns les autres de manière très différente selon chacun. Il y a eu aussi 2 réalisateurs, réalisatrices différentes qui n'ont pas travaillé de la même façon. Je crois que Anthony Cordier a une approche des comédiens, c'est quelqu'un qui est extrêmement concentré, qui réfléchit beaucoup en amont, qui a un rapport avec les comédiens où il aime vraiment les regarder, c'est très visible dans son cinéma. Alors que Laure a un autre rapport aux comédiens, qui a un rapport dans une forme de joie, d'immédiateté, où elle cherche vraiment, où elle bouscule les choses. Et c'était passionnant de voir 2 façons de travailler différentes, pour faire la même série au final. La bonne équation d'amour, je crois qu'elle passe par l'amour de soi. À partir du moment où on s'aime soi, on peut se laisser un petit peu tranquille et accepter d'être aimé. Et du coup, aimer l'autre pour ce qu'il ou elle est, et pas que pour ce qu'il reflète de nous. Et du coup, ça devient une relation un petit peu moins narcissique, et c'est plus plaisant. Moins narcissique, mais dans le bon comme le mauvais. C'est-à-dire que c'est à la fois... on n'est plus que dans la recherche de flatte-moi et montre-moi comme je suis dans tes yeux, mais aussi, du coup, la relation peut devenir un espace de travail commun, en fait. Donc, il y a le travail à la joie, qui est c'est Julia qui dit ça sublimement, elle dit la joie, c'est une... Mince, comment on appelle ça? C'est quoi ce terme à chaque fois? Comme une règle de vie, c'est pas le terme, mais... la joie, c'est comme une règle de vie. Donc, il y a cette joie qui est un travail commun, mais il y a aussi cette relation qui est un espace de travail commun sur soi et sur la relation à 2. Et je crois que sans l'amour de soi, c'est compliqué. Et je rejoins Camilla sur l'amour de soi et aussi sur l'importance... Discipline. Bien joué. Pardon. Non, ça va très bien. La joie, c'est une discipline. Ouais, c'est très beau. Ouais. Et là où je dirais que dans l'équation, il faut aussi savoir se situer aussi son passé et ce qui nous compose. Et par exemple, moi je sais que c'est Marion Séclin qui joue dans la série d'ailleurs, qui m'avait un jour parlé de ça, et je me suis dit mais c'est tellement bien imagé. C'est pour moi quand on arrive dans une relation, il faut savoir dire à la personne en face, voilà, ça c'est mes valises, c'est de là d'où je viens, c'est de ce qui s'est passé avant, c'est de tout ça. Je ne demande pas de les porter. Tu n'as pas à les porter. Par contre, elles sont là, elles existent. Et donc, des fois, tu peux t'y référer. Mais sauf que ça, c'est important, c'est le poids du passé à mettre sur l'autre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important dans l'équation, qui paraît comme ça, surtout au début, quand tout est idyllique et quand on a envie d'y aller quoi qu'il arrive, on se dit, oui, mais je peux porter les choses. Le temps est long et des fois, c'est lourd, quoi. Donc, je trouve que c'est important d'être très précis sur ce qu'on fait porter à l'autre et ce qu'on porte soi-même. La bonne équation en amour. Alors déjà, il y a une question de timing. Il faut trouver le bon timing de la rencontre, parce que je pense vraiment qu'il y a des gens qui
qu'on ne voit pas forcément au moment, enfin qu'on peut se louper en fait, et que la vie est faite de circonstances et qu'il faut trouver le bon timing pour rencontrer la bonne personne et ne pas se rater. La question de la série est beaucoup là-dedans, vont-ils se rater ou pas? Et après, il y a une vraie question de sincérité aussi, la sincérité qu'on a envers l'autre et la sincérité qu'on a envers soi-même. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on arrive à regarder son passé avec une forme de sincérité ou pas. Et je crois que quand on arrive à l'être un peu et à faire le point sur qui on est au moment T, la relation peut peut-être bien se passer. Il y a beaucoup de choses, c'est difficile d'en isoler une principale. Ce qui est certain, c'est que je trouve que de manière très fine, Clémence a réussi à montrer que si on n'écoute pas son esprit, son corps prend le relais. Et disons que elle a réussi à la fois à le faire avec un regard féminin, qui est précieux et qui est important, et en même temps avec quelque chose de très factuel. C'est binaire, ça devient presque le dispositif en fait de la série, c'est-à-dire on prend la comédie romantique à l'envers. D'habitude, c'est deux personnes qui vont galérer pendant toute une histoire à réussir à être ensemble. Eux, c'est le cas, sauf que ils n'ont pas commencé par se regarder, ils ont commencé par passer des jours et des nuits d'amour ensemble. Donc en fait, c'est déjà fait, c'est déjà consommer entre guillemets leur amour, ils se sont déjà approchés, ils se sont déjà touchés, ils s'aiment déjà en fait dès le début, ils le savent, ils se sont approchés, ils se le sont dit, ils se le sont montré, partant de là du coup la question c'est qu'est-ce qu'on en fait. On est les premiers de notre génération à avoir tous ces outils en main, toutes ces clés, tous ces livres, tous ces podcasts, tous ces documentaires, et on est les premiers et les premières à pouvoir se dire bon, ok, il y a la société, il y a les codes, il y a le mariage, il y a les impôts, il y a les enfants, il y a la famille, il y a le métier, il y a la carrière, il y a le féminisme, il y a tout ça. Comment est-ce que dans une relation, qu'elle soit avec deux personnes ou plus, en tout cas dans des relations amoureuses, comment on s'organise aujourd'hui? Comment est-ce qu'on a envie d'essayer d'utiliser tous ces outils et de faire société ensemble? Et je trouve que ça, elle le fait de manière très fine, Clémence, dans la série. Et moi, je dirais que c'est que ça vaut le coup. C'est-à-dire que quand on a emmagasiné toutes ces choses-là, quand on a... je veux dire, ça vaut le coup, mais à condition qu'on se soit dans un endroit de plaisir et de quiétude. Parce que, en fait, ce que raconte aussi cette histoire-là, c'est que, comme tu disais, c'est l'esprit... n'arrive plus à réfléchir et à être cohérent, donc le corps dit on arrête. Et en fait, une fois que ça s'est réglé, moi je trouve que cette série rappelle que ça vaut le coup de voir des émotions fortes, de vivre des choses, de vivre avec des gens, et ça pour moi c'est quelque chose qui est très important. Parce que souvent dans les moments où on est dans des peines amoureuses, on se dit mais plus jamais, et en fait c'est une émotion qui est tellement incroyable de tomber amoureux que ça vaut toujours le coup, si ça part du bon endroit bien sûr. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est important. On a eu beaucoup, tu vois, tu parlais aussi des comédies romantiques d'avant et où on pourrait dire que quoi qu'il arrive, ça vaut le coup. Non, en fait, ce que je trouve bien avec Irrésistible, c'est que ça vaut le coup si on s'aime aussi, quoi. Si on se met dans l'équation au même niveau que la personne en face, si on se regarde avec les mêmes yeux d'amour qu'on regarde la personne en face. Et si on se laisse aimer, parce qu'on s'aime aussi, quoi. Je crois que la série, depuis une dizaine d'années, s'épanouit parce qu'on fait davantage confiance aux créateurs. Je pense que des créatrices comme Fanny Herrero, des créateurs comme Éric Rochant ont vraiment révolutionné nos séries. Je pense aussi à quelqu'un comme Frédéric Krivine, qui avait déjà commencé à faire ça avec Un village français. C'est-à-dire vraiment l'idée qu'on fait confiance à la vision de quelqu'un, qui crée une série, qui en porte l'histoire, qui sait vraiment ce qu'il ou elle a envie de raconter. Et je pense que c'est un renouveau qui est très favorable en fait à la série. Et que plus on fera confiance aux créateurs, et mieux ce sera en fait. Et je pense qu'on est vraiment sur cette voie-là et que ça nous donne raison. Et donc il y a énormément de séries aujourd'hui françaises marquantes. Et que je pense que ça va aller que en s'améliorant. Le podcast, en fait, pour la blague, c'est que Louis Média, Clémence Madeleine Perdria et Arnaud de Crémel, le producteur de la série, ont fait un pont entre le réel et la fiction, enfin entre la fiction et le réel. Et on s'est retrouvés à adapter en vrai podcast La maladie d'amour. Donc moi, c'est un exercice que j'ai adoré. Je suis moi-même très cliente de podcasts.
Les coups sur la table, évidemment, de Victoire Tuaillon, La poudre de Lorraine Bastide, Kif Taras de Rokhaya Diallo et Grassley, sont vraiment des piliers dans ma vie aujourd'hui. Et du coup, je trouve que ce format-là donne une fenêtre sur le monde qu'on habite et qu'on traverse et donne aussi des outils, du coup, grâce et aux témoignages, parce qu'on se sent moins seul, et aux réponses et analyses des scientifiques, psychologues, sociologues, etc., des spécialistes en tout cas, des questions évoquées et abordées. Et du coup, moi j'avoue que c'est un format qui m'attire de plus en plus et je commence à avoir quelques petites idées. Le petit teasing. Ouais. Moi, c'est même très différent. C'est que malheureusement, pour des raisons physiques, je n'arrive pas à écouter de podcast, puisque quand j'écoute quelqu'un me raconter un témoignage, une histoire, sans avoir l'image, je sais pas, peut-être que ça me laisse trop réfléchir et trop d'espace à moi-même, et donc ça me donne des crises d'angoisse. Donc je n'arrive pas à en écouter. Mais par contre, ce que j'ai adoré faire, c'est l'interpréter. Je veux dire, je trouve que la notion de témoignage, puis je sais pas, il y a tout un mythe autour du micro, de la voix qui me touche très particulièrement et que j'ai vraiment adoré faire. J'ai trouvé ça très réconfortant comme exercice. Moi, je suis une grande consommatrice de podcasts, mais plutôt du côté du témoignage, voilà, du côté de ce que fait Louis Média, avec qui on a travaillé sur la série. Et effectivement, je pense que maintenant, il y a une offre dans le podcast. On ne peut pas ne pas voir qu'il y a une expansion énorme. Quand on voit même les chiffres d'audience que fait Louis Média sur leur programme, c'est incroyable. Et je pense que là, il y a un territoire, effectivement, de documentaire et de fiction qui est immense. J'y ai été peu confrontée jusqu'à présent, donc pour moi ça reste quelque chose encore d'un petit peu abstrait, parce que dans mon métier tout simplement j'ai jamais eu recours, autour de moi j'ai vu personne avoir recours à l'intelligence artificielle, ni pour écrire un script, ni pour résumer un scénario, donc pour l'instant ça me semble un peu abstrait, mais je pense qu'il y a un vrai problème et des vraies questions à se poser, et que, comme toujours, à mon sens, ceux qui vont en pâtir le premier, c'est peut-être les professions qui sont plus précaires, en fait, et que assez vite, on va se retrouver en studio avec peut-être des voix synthétiques, avec, à la place des figurants, des personnages, c'est déjà le cas, qui vont être virtuels. Donc tout ça, il faut s'en méfier, parce que ça commencera tout doucement, et je pense qu'ils ont raison, en fait, de se méfier de ça, et de prendre les devants, en se disant, ça va si vite, qu'on va vite être largué, en fait, et que ça peut nous arriver beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. ETX Studio.